Après 22 interviews de papa, patron, pèlerin, je voulais prendre le temps de faire un récap de mon pèlerinage. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui m'a fait progresser? Et au contraire, m'a fait m'ancrer encore plus dans mes convictions. Cette chaîne, c'est un pèlerinage. J'ai, en décembre dernier, décidé de passer la main de mon entreprise après 16 ans de dur labeur pour me lancer dans une nouvelle aventure. Et je ne savais pas très bien où je voulais mettre mon énergie. Et surtout, j'avais beaucoup plus de questions que de réponses quant à mon rôle de papa et de patron. Comment réussir à équilibrer les deux, où mettre ma priorité. Et j'avais besoin de trouver des réponses. Et je me suis lancé dans cette aventure pour trouver des réponses. J'ai voulu être ouvert à plein de modèles. Et j'ai pu interviewer des anciens, des personnes qui ont fait leur carrière et qui avaient un recul sur leur parcours. D'autres qui sont au début, au milieu, des papas, des personnes mariées, des divorcés, tout type de profil. Je n'ai pas essayé de chercher à promouvoir un modèle, mais j'ai cherché à comprendre différents modèles. Et là, je me retrouve 22 interviews plus tard avec un certain nombre de convictions et une envie, et vous avez dû le voir aussi dans la chaîne, une envie aussi de partager. Ça m'a conforté sur un certain nombre de sujets, ça m'a aussi montré l'importance et le besoin sur des thématiques importantes, et je me sens plus fort, plus légitime maintenant de pouvoir partager. Et le but de cette vidéo, c'est de vous partager ce qui m'a fait évoluer, ce qui m'a ancré, de faire un peu un récap, un bilan des leçons de ce pèlerinage qui dure depuis avril. Alors, je vais répondre à différents sujets sur comment allier la vie pro et perso, sur ma définition de la paternité, mais aussi de la définition du bonheur et de la réussite, sur le couple et la place du couple et de son conjoint en particulier dans l'aventure entrepreneuriale, et aussi ma définition d'un bon entrepreneur. J'ai commencé ce pèlerinage avec beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, parce que ces 16 dernières années, elles ont été extrêmement intenses. Passer d'une entreprise de 160 € de capital à plus de 4 millions avec des actionnaires ultra puissants, c'est un long parcours qui demande parfois beaucoup de sacrifices, beaucoup de leçons, beaucoup d'impact aussi sur la famille. J'avais envie de ces réponses. Alors, sur le premier sujet, et c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce parcours, en particulier en parlant avec des anciens, des personnes qui sont encore hyper actifs, mais qui ont du recul, plusieurs dizaines d'années derrière eux, c'est que j'ai pris conscience que ce qui pour moi était un genre de questionnement était devenu en fait plus une obsession. C'est-à-dire la peur que mon entreprise, que ma carrière, mes projets aient un impact négatif sur mes enfants. Avec cette peur, en fin de compte, que je les dégoûte du travail, que je ne sois pas assez présent. Et ce qui, je pense, était un marqueur important, une volonté importante de faire en sorte d'avoir une vie de famille épanouie, s'était transformé avec le temps en une obsession. Et on sait que quand ça devient une obsession, en réalité, même des bonnes intentions se transforment en quelque chose de négatif. Donc ça a été pour moi la plus grande claque de ce pèlerinage, c'est de prendre conscience qu'il n'y avait pas forcément ce focus de la famille, mais qu'en réalité, quand les intentions étaient bonnes, quand il y avait une volonté d'écoute, de l'amour sincère, même si le professionnel, l'entrepreneur avait passé énormément de temps au travail, je pense par exemple à Luc Geoffroy, que je vous invite à aller regarder son interview, qui est une personne d'une grande humilité, avec un parcours exceptionnel, qui n'a pas été si présent que ça, qui a traversé des crises de couple, des crises aussi avec les enfants, des enfants qui ont eu des problèmes de santé, et lui qui a été vraiment plus que présent dans son travail et pas très présent en fin de compte pour sa famille. Je pense que la vie de famille et l'amour et la manière dont on essaye d'aimer ceux qu'on entoure, ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est vraiment une question de qualité.
Donc, effectivement, j'ai toujours pris énormément de soin quand j'étais à la maison, quand j'étais avec mon épouse, mes enfants, à être le plus qualitatif possible pour eux. Si un de tes enfants a besoin de toi, tu puisses être là. Alors peut-être au téléphone, peut-être pas en physique, peut-être pas en vrai, mais il faut qu'il sache et qu'il ait la certitude qu'il puisse compter sur toi, de quelque manière que ce soit. Le résultat, c'est qu'il a une super relation avec ses enfants. J'ai eu l'occasion, lorsqu'il est venu à Paris dans les studios, de rencontrer son fils. Et en fait, on sent qu'il y a quelque chose de beau. Et même après, c'est-à-dire que les enfants ne sont plus obligés, en fin de compte, de voir les parents aller en vacances, passer du temps avec eux, puisqu'ils ont leur propre vie, leur travail, leur carrière, leur famille. Ben, ils le font quand même. Donc, en fait, pour moi, ça m'a montré que le marqueur temps n'était pas une garantie que si on passe du temps avec ses enfants, ils auront envie plus tard de passer du temps avec nous. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre personne qui m'a énormément inspiré, c'est Denis Terrien, cet entrepreneur dirigeant qui a plutôt dirigeant qu'entrepreneur, il le dit lui-même. C'est pas quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui manage, qui rentre dans des projets, qui les développe. Lui, il m'a énormément inspiré sur le modèle de famille. Et lui non plus n'a pas été très présent. Par contre, il a mis en place des rituels avec des temps de vacances, des temps familiaux où il est présent. Et surtout, c'est qu'il a montré beaucoup d'intérêt pour ses enfants. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à grandir, il s'est intéressé à leur musique, il s'est intéressé à leurs activités et il a continué à le faire. J'ai commencé à faire beaucoup de bateaux au moment où je voyageais beaucoup. Et il n'y avait pas à l'époque les téléphones portables et autres. Et je me dis, ce qui est fantastique dans un bateau, quand on fait des voiliers, c'est que quand on est parti, ben, il n'y a rien et on est tous ensemble. On est tous ensemble sur le bateau. Et même si j'aime bien voguer, j'ai toujours pris un matelot avec moi ou un skipper. Pourquoi? Parce que je suis là, la voile est mise, il y a un bon vent, je suis en train de parler à mon enfant. On est dans quelque chose d'important. Si jamais il faut bouger le bateau, si jamais j'arrête de lui parler pour aller bouger le bateau et revenir après, je lui montre que le bateau est plus important que lui. C'est pas le bon message. J'ai trouvé ça très, très inspirant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même s'il n'y a pas beaucoup de présence, quand le cœur il est là, l'intérêt il est là, la relation reste bonne. Et ça m'a beaucoup apaisé. Je dirais que c'est le premier point. Ça m'a beaucoup apaisé dans ma relation avec mes enfants et ça m'a permis de rééquilibrer ce premier point. J'ai pris conscience, au travers de ça, c'est que malgré cette conviction, je me suis rendu compte que j'avais, moi, envie d'être avec mes enfants et envie d'être avec ma femme en particulier. Donc, ça ne m'a pas poussé encore plus dans le travail à me dire je vais me donner à 40 000%. Mais par contre, ça m'a enlevé un frein. S'il y a des soirs, je dois travailler tard, faire des déplacements, c'est pas grave. Donc, du coup, ça enlève la culpabilité. Par contre, je me rends compte que j'ai quand même, pour moi, le chemin est beaucoup plus important que la destination et je veux que le chemin il soit agréable et j'ai du plaisir à être avec ma famille, avec mes enfants. Et pour moi, faire de la maison un lieu où j'ai envie de passer du temps, c'est essentiel. Et j'ai beaucoup été inspiré par Maxence, l'interview de Maxence, le cofondateur de Babysitter, qui en fin de compte a designé une entreprise où il a du temps. Il a du temps pour aller en vacances avec ses enfants en étant détendu. Il a du temps pour aller faire du tennis. Donc, son équilibre à lui passe par une entreprise qui a un business model qui est prévisible, qui est scalable et par le fait de résister à l'envie de la super croissance. J'en avais besoin d'être une société rentable et je ne me sentais pas de jeter l'argent par les fenêtres pour se dire on verra quand on fera 1 milliard de chiffre d'affaires la rentabilité. Pour moi, c'était important de pouvoir croître, mais en étant avec une base solide. Dès qu'on a lancé notre modèle économique en 2018, on a réussi à être rentable. Et moi, j'avais ce truc un peu frugal où voilà, de la croissance raisonnée. Tu vois, moi, je suis hyper admirateur des boîtes qui se sont lancées il y a 10 ans, qui n'ont jamais levé 1 euro et qui aujourd'hui sont 200, hyper rentables. Ouais. Je suis hyper admiratif de ça. Et c'est vrai que
le côté Uber qui fait des millions de pertes pendant des années, ça me correspondait moins. Je crois que de tous les entrepreneurs que j'ai interviewés, l'interview de Maxence m'a montré que on peut avoir une entreprise qui a un impact, une entreprise dans le monde du digital, mais avec une croissance modérée pour pouvoir apprécier sa qualité de vie et son équilibre. C'est possible. Là, ce que j'ai appris aussi sur cet équilibre pro-perso, c'est, j'en parlais par rapport à l'interview de Denis Terrien, c'est l'importance des rituels, les vacances, peut-être le fait de... Yves Boulongwe, il en parle très bien, je vous invite aussi à aller écouter cette interview. Il parle très bien du sabbat, le fait de chaque semaine couper, avoir un vrai temps de famille. L'idée première derrière le sabbat, c'est de prendre un temps de pause et tel qu'il est instauré, je l'ai dit dans le contexte du Mont Sinaï, c'est l'idée de s'arrêter pendant une période de 24 heures. Donc mettre 24 heures à part où on s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire que de s'arrêter? Ça, c'est une vraie question. On ne peut pas s'arrêter de respirer, on ne peut pas s'arrêter de vivre, on peut pas. Alors, la première des notions, c'est évident, c'est s'arrêter de travailler. Donc, il y a cette idée de s'arrêter de travailler, mais aussi cette idée de s'arrêter de s'inquiéter. Et là-dedans, il y a une notion qui est aussi des fois très oubliée à cause de l'histoire de l'Église, mais une notion de se réjouir. Et ça, c'est intéressant. La notion de travail, ça peut être une bonne chose. Puis aujourd'hui, on cherche le sens, puis on a du plaisir au travail, mais aussi cette réjouissance de simplement être. Et une notion extrêmement forte. Au départ, c'était vécu en famille et en communauté. Donc, c'était aussi une réjouissance d'être ensemble. En fait, on a du plaisir et on savoure le fait d'être ensemble sans devoir faire quoi que ce soit. J'ai l'impression que ces routines-là permettent à la famille, même si elle a un rythme élevé, d'avoir des points de repère et de savoir que on va se retrouver. Ok, papa n'est pas beaucoup là en ce moment, mais je sais qu'on va passer du temps de qualité ensemble. Ensuite, le deuxième bloc, c'est ma définition de la paternité. Quand j'ai lancé ce pèlerinage, une des questions, c'est de m'interroger. Aujourd'hui, les hommes sont énormément pointés du doigt. On est dans l'ère du féminisme. Dans les médias, les hommes, c'est des violeurs, des abuseurs. C'est des grands patrons qui veulent détruire la planète, qu'on n'a rien à faire de l'écologie. Enfin, on n'entend que tout ce que l'homme a fait de mal. Il n'est pas assez présent à la maison. Les tâches ménagères, il n'y en a que pour la femme. Enfin, on est constamment bombardé de messages négatifs. On a l'impression que qui on est, comment on a été éduqué, il faut tout déconstruire. Et dans les faits, moi, si je regarde mon modèle vis-à-vis de mon père, rien à voir. Mon père, il ne sait pas cuisiner. Alors, j'ai eu de la chance, et encore, c'est une chance que j'ai eue d'un père qui a été très présent. Je me souviens de ma mamie qui me disait ton père me fait halluciner parce qu'il joue avec vous, il vous fait rire, il sait changer une couche. Et elle me disait, j'ai jamais vu aucun homme faire ça. Donc déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a montré un exemple avec un vrai intérêt. Et je pense que c'est aussi dû à son histoire à lui, qui a une histoire compliquée. Il a perdu sa mère très tôt. Il avait 11-12 ans, donc l'importance de la famille pour lui, c'était essentiel. Mais même quand je regarde la différence de mon style de vie avec mon père, elle est énorme. Ma mère ne travaillait pas, il n'a jamais cuisiné, il y avait vraiment une répartition et lui il disait moi je suis le ministre de l'extérieur et maman c'est la ministre de l'intérieur. Donc moi le modèle il n'a rien à voir, les enfants sont allés à la crèche, Hélène elle a une carrière, elle a une entreprise, on a une nounou, on répartit les repas, on partage les tâches, c'est elle qui gère l'argent, ma femme gère l'argent, enfin rien à voir. Et je sais que pour moi, ça a suscité énormément de questions, parce que quand on crée un modèle et qu'on n'a pas trop de références autour de nous, c'est compliqué. D'où ce pèlerinage, c'est-à-dire d'aller écouter les modèles d'anciens, mais aussi de gens de ma génération, pour essayer de prendre le meilleur de l'ancien et le meilleur du nouveau. J'en suis revenu à plusieurs fondamentaux. J'ai l'impression que mon rôle en tant que père, et là je parle de ma situation à moi, c'est de pourvoir, protéger l'idée et préparer. Ça ne veut pas dire que ma femme ne pourvoit pas aussi financièrement. On est tous les deux à amener. Mais en tout cas, pour moi, ma responsabilité à moi, c'est de pourvoir à ma famille. Faire en sorte que ma famille puisse avoir de quoi manger,
de quoi s'habiller, de quoi se chauffer. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, la protéger. Et je crois que cette protection, elle est à la fois matérielle, physique et émotionnelle. Être capable d'être au courant de ce qui se passe et de mettre un certain nombre de limites, de cadres pour éviter. Alors, tout n'est pas entre nos mains, mais juste que mes enfants sentent que je suis là et que j'ai un intérêt. Je pense, moi, à une image, une scène de mon enfance qui m'a énormément marqué et qui m'a montré que mon père me protégeait. C'est quand on a déménagé en Suisse parce qu'il faisait des études. Il a repris les études. On était dans un petit village suisse paumé dans les montagnes et il y avait du racisme parce que j'étais le français. Et on était 2 Français à l'école primaire. On se moquait de nous et en particulier mon copain qui lui se faisait prendre à la sortie, jeté dans la fontaine. Voilà, il y avait vraiment du racisme. Il y a une scène avec un gars en particulier qui s'en prenait à moi et mon père, quand je lui raconte ça, parce qu'il s'intéressait à ce qui se passait, voit que je vais pas bien, il m'en parle et après ça, il est allé prendre les contacts des parents en question. C'est un petit village, donc tout se sait. Il a pris ma maman, il a pris ma main et on a marché, traversé le village. Il a toqué à la porte et il a dit « Votre fils, il refait ça, ça va mal se passer ». Et je me souviens très bien de la scène. Il a failli se battre avec le père en face, parce que le père devait être aussi con que le fils. Mais j'ai senti mon père me protéger. J'ai senti qu'il y avait un intérêt et que quelqu'un qui s'en prenait à moi, s'en prenait à mon père. Et pour moi, ça a été une énorme protection en tant qu'enfant. Et je repense à une scène il n'y a pas si longtemps où mes enfants ont un problème avec le chauffeur du bus. Ça se passe mal, il leur parle mal, mes enfants reviennent en pleurs. Et un jour même, ils décident de ne pas prendre le bus, de rentrer à pied pendant 40 minutes. Et là, je sens qu'il y a un vrai problème avec quelqu'un qui vraiment veut les intimider. Et j'ai fait la même chose que ce que mon père a fait avec moi, c'est-à-dire que j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous, je l'ai attendu au début de sa tournée, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai essayé de comprendre c'était quoi le problème. Et ça s'est résolu, le fait qu'il y ait un adulte qui soit là, qui mette un cadre en disant vous ne pouvez pas dépasser cette limite sans être agressif ou quoi que ce soit. Donc moi, ça, la dimension de protection, elle est importante. Protection dans ce niveau-là, mais c'est protection aussi dans ce qu'ils regardent, dans les influences qu'ils vont avoir, enfin, tout ça. La dimension de préparation, pour moi, elle est aussi importante. C'est cette dimension, on en parle dans l'interview avec Julien Derimer, la toute première interview, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas fait, qui est un peu notre best-seller de cette chaîne. C'est la préparation de nos enfants. Donc je me dis, un enfant, ça a besoin de 2 choses, Ouais. de la part de ses parents en tout cas, ça a besoin de sécurité et ça a besoin d'amour inconditionnel. Ok. Si j'arrive à lui fournir de la sécurité et un amour inconditionnel, j'ai fait mon taf. Tout le reste, ça dépend pas de moi. Parce que je suis imparfait, je peux être trop strict, ou je peux être trop laxiste, ou je peux être trop ci, ou pas assez ça, machin, mais ça, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Tu vois. Et en tout cas, j'ai décidé de faire le deuil de la perfection sur ces sujets. En revanche, là où je m'impose un niveau extrême de rigueur, c'est sur la sécurité. Moi, dans mon agenda, je fais en sorte d'avoir... j'ai découpé en fait mon agenda parmi les missions de vie que je me suis imposées. Et quand j'ai la mission Papa de Léon, quand c'est le moment Papa de Léon, je fais que ça. Donc c'est une sécurité de mon père me donne de l'attention. C'est ça. Et je suis avec lui, je m'occupe de lui, je réponds à ses questions. Et j'essaye de, dans la mesure du possible, parce que encore une fois, la perfection n'existe pas, j'essaie de lui donner du sens dans les choses qui lui arrivent dans la vie. C'est Jordan Peterson qui en parle très bien, c'est le rôle numéro 1 des parents, c'est de préparer ses enfants pour le monde réel. Je me souviens dernièrement d'un pote qui a mis ses enfants dans une école vraiment alternative mais maximale, école de la forêt, qui finalement au bout d'un moment les a retirés et qui en parlait avec un autre parent. Et ce parent disait « Je sais que mes enfants auront une enfance idéale, mais à une vie d'adulte très difficile, parce qu'ils ne sont pas du tout préparés à la dureté du monde réel. » Et je pense que la difficulté de notre génération de parents, c'est qu'on apprend beaucoup de choses sur l'impact que ça peut avoir mentalement, émotionnellement sur nos enfants,
Donc, en fait, on sait tout ce qui peut faire du mal à nos enfants. Et on a, en gros, un listing de l'éducation idéale. Sauf qu'en fait, on est dans un monde qui n'est pas idéal. Un monde brisé, un monde où, en fait, les relations sont mauvaises. Les relations sont parfois agressives. Il n'y a pas vraiment de justice. Donc, vouloir mettre nos enfants dans une bulle, eh ben, c'est pas les préparer. Ça ne veut pas dire qu'il faut les détruire pour qu'ils soient prêts, mais c'est trouver cet équilibre-là. Et j'aime beaucoup, en tout cas, l'approche de Jordan Peterson sur ces sujets-là, c'est faire en sorte que son enfant, il soit accepté socialement. Aujourd'hui, on est dans une génération qui dit beaucoup, sois toi-même, il faut que les individualités s'expriment, que chacun puisse être libre. Ok, mais à petite dose aussi. On est dans un monde, si la personne, elle est invivable, elle est chiante, elle n'est pas capable de s'adapter aux environnements, alors peut-être on lui souhaite qu'elle devienne un artiste, une artiste, et que le monde tourne autour d'elle. On lui souhaite. Mais on sait très bien que ce sera une personne sur 1 million qui aura cette chance-là d'être tellement brillant que le monde tournera autour d'elle. Mais pour la plupart des autres, ça risque de faire très mal. Et donc, je pense qu'en tant que père, mon rôle, c'est de préparer mes enfants à la dureté de la vie. Déjà logistique, la dureté de pouvoir... Il faut prendre soin de son environnement, payer ses taxes, respecter les voisins même quand ça s'embrouille. Donc préparer me semble être une bonne chose. Mon rôle aussi pour moi, c'est de m'intéresser à mes enfants. Quand ils sont rentrés au collège, j'ai senti qu'il y a vraiment un gouffre qui s'est créé parce que j'arrivais plus à les petites blagues, les petits jeux. Alors ils continuent à avoir envie de se battre, le contact physique. C'est juste moi qui étais claqué, j'avais plus de mal. Mais je sentais qu'on n'arrivait plus à avoir des terrains de discussion, de passion commune. Ils me racontaient peu leur journée. C'était compliqué. Du coup, j'ai vraiment cherché, trouver des sujets communs. On en a trouvé un avec ce jeu League of Legends que je jouais il y a des années et je me suis remis à ce jeu avec eux. Et c'est une manière de partager ensemble. Donc, on joue ensemble, mais surtout, on en parle. Et ce qui est intéressant avec League of Legends, c'est qu'il y a c'est un monde, un univers tellement riche qu'on peut en parler pendant des heures. Il y a des commentateurs, on regarde des documentaires là-dessus. Là, il y a les Coupes du Monde. On s'est inscrit pour aller voir au cinéma la finale. C'est tellement riche que ça habite nos discussions. Donc, j'ai réussi à retrouver un sujet d'intérêt. Donc, moi, mon rôle numéro 1, pour garder le lien, c'est d'avoir un intérêt commun. J'ai hâte aussi de pouvoir, je le fais déjà, parler de l'entreprise, du business, mais peut-être qu'avec le temps, on aura aussi des projets communs et ça nous permettra de communier sur des projets. Et sur cette dimension à la fois de pourvoyeur, protecteur, leader, et préparateur, il y a cette dimension, il en parle très bien Luc Geoffroy, c'est que l'enfant sache que s'il y a un problème, il peut compter sur moi. Et ça passe par plein de choses, ça passe par une forme de disponibilité. Alors ce qui était intéressant, c'est que dans les deux histoires, que ce soit Denis Terrien ou Luc Geoffroy, il y a cette dimension de on n'a pas été très présent en quantité. Par contre, quand il le fallait, on était là. C'est-à-dire que quand on avait un coup de téléphone, même si c'était une réunion au sommet, on répondait. Luc Geoffroy parle très bien aussi de la période où son enfant était à l'hôpital. Il ne pouvait pas être là, mais quand il finissait débauché à 11h du soir après un tournage hyper important, il allait à l'hôpital, il passait la nuit à l'hôpital et il repartait. Et même si son enfant n'était pas là, pas vu, il a senti que pour son père, c'était hyper important. Donc, montrer à ses enfants qu'ils sont la priorité et qu'on sera là si besoin, me semble être un point important. Ensuite, il y a un des sujets qu'on a abordé qui est ma femme a fait de moi un meilleur entrepreneur. C'est des questions qu'on a beaucoup à poser sur la place du couple dans l'entrepreneuriat. C'était pas, j'ai trouvé peu d'exemples où les deux sont entrepreneurs. Je remarque que pour les d'anciennes générations, souvent c'est le monsieur qui est entrepreneur et madame qui est en soutien. Donc je pense que ça donne énormément aussi de liberté mentale pour l'entrepreneur. Donc, c'est un modèle que je trouve intéressant. Après, ça dépend chaque aspiration, surtout quand il n'est pas subi. Moi, je pense à Denis et Elisabeth Terrien. Mon plus gros projet
de jeunesse avec l'entreprise, c'est via Elisabeth Terrien. C'était un projet qui s'appelait The Bible. Et Elisabeth est une maman au foyer, mais une des personnes les plus dynamiques que je connaisse. C'est-à-dire que elle a pris soin de sa famille, mais sa famille, c'était une chef d'entreprise, quoi. Elle a vraiment pris soin des enfants, des carrières, des réseaux. Elle connecte. Elle a investi beaucoup d'énergie à connecter les enfants. Ensuite, elle a été très active dans le monde associatif. Donc, elle a été vraiment l'ambassadrice de la famille. Elle a pris soin de la maison, des vacances, des rituels. Donc, voilà, ça, c'est un modèle que je trouve intéressant. Après, il y a le modèle où les deux travaillent dans une entreprise ou alors chacun a sa carrière. Pour ma part, en tout cas, ça m'a conforté sur le fait que j'étais très content d'avoir choisi Hélène comme épouse. Pour moi, ma femme fait de moi un meilleur entrepreneur parce qu'il y a une énorme complémentarité. On est vraiment extrêmement complémentaires. C'est très naturel. C'est vraiment naturellement, ça s'est fait. Il y a vraiment une volonté de progression. Donc, même quand on est dans des situations difficiles, on ne se comprend plus ou il y a des défis, je crois qu'on a tous les deux une envie de trouver des solutions et de s'en sortir. Et cette capacité à d'abord se poser la question, qu'est-ce que moi je fais de mal dans la situation? Qu'est-ce que moi je peux changer pour aller de l'avant? Et je crois que ça fait tous les deux de nous des meilleurs entrepreneurs parce qu'on met beaucoup d'énergie à ce que le foyer soit un lieu de ressourcement et pas un lieu de... On arrive à la maison et on est épuisé. Et il y a des saisons comme ça. Mais en tout cas, on est tous les deux extrêmement intentionnels sur le fait de faire de notre relation et de la maison un lieu de ressourcement. Et je crois que ça passe avant tout par le couple et faire en sorte que le couple soit tellement uni que de cette unité, il y ait de la force qui sort. Donc, en fait, pour moi, ma femme fait de moi un meilleur entrepreneur parce que on est tous les deux hyper intentionnels à faire de notre foyer et de notre relation un lieu de paix et de ressourcement. Et ce n'est pas toujours le cas, mais c'est normal parce qu'il y a des étapes à passer. Et du coup, ça m'apaise énormément de savoir qu'à la maison, j'ai une femme qui m'aime et qui m'aime dans les périodes difficiles que je traverserai, elle sera là. Et l'interview avec Hugo Benz était hyper inspirante en ce sens. Le passage où il a fait faillite, où il s'est craché, mais monumentalement. Et il explique qu'il a tout perdu, sa crédibilité. Pourtant, c'était une boîte vraiment... Enfin, il avait tout donné quoi, là-dessus. Mais sa femme est restée. Et il le dit, c'est une des plus belles chances que j'ai eues, c'est qu'elle ne l'a même pas culpabilisé. Et ça, c'est une sécurité de fou, en tout cas pour ma part, de me dire, même si je crache mes boîtes, je sais que ma femme sera là. Et au pire, on va dans le Larzac et on élève des chèvres, mais je sais qu'elle sera là et on recommencera notre vie et elle ne me culpabilisera pas. Je pense jamais à l'argent parce que c'est ma femme qui gère, que ce soit pour le perso et surtout pour le pro. C'est elle qui gère tout et c'est elle qui maintenant en fait qui me conseille. C'est-à-dire que je prends jamais de décision importante financière, même si ça arrive encore, normalement sans lui demander son autorisation. C'est complètement ma DAF. Okay. Donc en fait, son rôle, en fait, c'est un peu un rôle de binôme. Tu vois, par exemple, elle va me dire, tu vois, ce projet-là, tu vas bec et ongle dedans, et en fait, elle me dit, elle va être obligée de me le répéter plusieurs fois. Elle me dit, regarde, moi j'ai les chiffres, hein. T'as vu, c'est pas rentable là. Regarde, t'as vu le chiffre là négatif? Ensuite, le gros bloc, c'est la définition du succès. C'est un sujet qu'on a abordé dans quasiment toutes les interviews. Celui qui en parle très bien, c'est Julien. Lui, il est très carré en bon militaire. Il a fait presque un mission brief avec des KPI. Mais j'en ai noté quelques-uns sur mon téléphone, sur ma définition à moi et les personnes qui m'ont inspiré. Vincent Fournier, lui, m'a énormément inspiré parce que je me suis beaucoup retrouvé dans sa personnalité. Et pour moi, une des définitions du succès serait, fort de cette rencontre géniale, c'est créer une entreprise qui me ressemble, dans laquelle je ne suis pas obligé de me travestir à essayer d'être quelqu'un d'autre, mais que mes forces soient au cœur de l'entreprise. Et je pense qu'une des difficultés que j'ai eues ces dernières années, mais ça a été une belle expérience, c'est que j'ai dû me transformer plutôt dans mes faiblesses. Et du coup, c'est très compliqué.
Donc, une des définitions du succès pour moi, ce serait de réussir à développer une entreprise ou être dans des projets où mes forces sont vraiment importantes et ont un impact. Parce que Vincent Fournier, j'en parle un peu plus loin, mais c'est une personnalité gentille, relationnelle, encourageante et qui aime connecter les gens les unes avec les autres. C'est sa force, c'est son talent. Et il a réussi à créer un réseau où en fait une entreprise qui... tout ce qu'il est, c'est son entreprise. C'est très simple. Quand j'ai démarré l'activité il y a 20 ans, tout le monde avait son fichier. D'accord. Et son fichier, c'était chasse gardée. Ah oui. Personne ne prêtait son fichier. Et je disais aux gens, mais c'est dommage, parce que tes clients ont peut-être besoin de moi, et mes clients ont peut-être besoin de toi. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'enseigne aux gens, et c'est ce que je leur transmets, c'est d'être dans le don, en fait. Donc j'ai bien détecté que dans mon métier, j'ai les 20-80. J'ai 20% des gens qui vont donner 80% des recommandations, parce que c'est dans leur nature. C'est normal, naturel. Et 80% des gens où mon travail, je dois leur apprendre en fait, à donner, parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas confiance, ils ne savent pas faire. Donc mon travail, il est là en fait. Donc les 20-80, quand je fais des réunions des événements, je les fais monter sur scène. Et je leur dis souvent, mais comment tu fais pour faire ça? Explique aux gens comment tu fais. Et pour moi, la solution, elle est très claire. C'est j'aime les gens. Si tu aimes les gens, tu viens avec une écoute différente, tu vois. Tu viens pas pour prendre. Et en fait, quand tu viens pas pour prendre et que tu viens pour donner et écouter, mais ton mindset est totalement différent. Pour moi, le succès, c'est plus le temps passe, réussir à être un ami avec moi-même. J'aime beaucoup l'interview que j'ai eue avec Mériadec. C'est en tout cas à titre humain une des plus belles interviews que j'ai fait parce que il m'a beaucoup inspiré sur son parcours avant de devenir entrepreneur et où il raconte cette dimension où il a fait ce très long pèlerinage où il a appris à être ami avec lui-même. Et je crois que moi, une de mes définitions du bonheur serait d'être capable d'apprécier ça. Aujourd'hui, je crois que je l'apprécie et j'arrive à goûter cette saveur d'être sans stimulation extérieure dans les périodes de retraite, quand je fais des retraites de silence, dans les moments de vacances. Maintenant, réussir à goûter ça au quotidien, d'être apaisé, pas avoir besoin de stimulation de séries, de nouveaux projets, de soirées ou de nourriture ou quoi que ce soit, mais juste être apaisé avec moi-même et ami avec moi-même. Ça me fascine. Donc, c'est pour moi un bel objectif. La dimension financière, pour moi, est libérée de créer une vie et un contexte où l'argent ne drive pas mes décisions. J'en parle très bien avec Stanislas. On fait toute une interview autour de l'argent. Lui qui a levé des millions et des millions. Il y a cette phrase dans la Bible qui dit on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon qui est l'argent. Sous-entendu, en fait, l'argent n'est pas un bon maître, pas un bon objectif. Et moi, je me suis toujours dit que je n'étais pas drivé par l'argent, au sens que mon but n'est pas à titre personnel d'en gagner plus, parce que mes décisions, en fin de compte, ne sont pas drivées par ça. Tout au long de mon parcours, j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent. Quand je regarde aujourd'hui mes collègues dans le secteur d'activité dans lequel on est, ils gagnent tous 10 fois plus parce qu'ils ne recrutent pas les gens avec qui ils travaillent, ils sont tous en freelance, ils prennent à la mission, ils grattent les prix, ils ne passent pas leur temps à investir dans du matériel, dans un espace de vie épanouissant ou quoi. Ils sont vraiment en mode ric-rac, je paye le moins possible et ils gagnent 10 fois plus. Ils ont des vies qui n'ont rien à voir avec les miennes. Donc l'argent n'est pas mon moteur. Par contre, je pense à être drivé par l'argent parce que quand on est entrepreneur, on doit payer des salaires, payer des frais. Et donc, du coup, parfois, il y a des décisions qu'on prend qui sont drivées par l'argent. Et je pense qu'un de mes KPI de succès serait de réussir à sortir de ça. Mais ça va me prendre du temps. Soit réussir à avoir une telle stabilité financière et solidité qu'il y a une capacité d'anticipation sur du très long terme, soit de créer des systèmes qui sont hyper antifragiles, comme on dit. Le succès, pour moi, c'est être bien dans mon corps et de réussir à avoir un rythme de vie qui respecte les besoins du corps. J'en parle beaucoup avec Pierre Picoche.
en particulier sur le sujet du sommeil. Et c'est assez intéressant. Durant ces derniers mois, j'ai fait une enquête, un questionnaire. Et ce qui est ressorti, c'est que le défi numéro 1 des entrepreneurs, des papas entrepreneurs, c'est la gestion du corps, la gestion de l'énergie physique. Ce qui est ressorti, c'est que c'est beaucoup des gens qui sont très présents dans le travail, dans la famille, mais peu pour eux-mêmes. Et je crois que ça, c'est un de mes KPI, de réussir à être bien dans mon corps. Ça ne veut pas dire forcément d'être un top modèle ou un méga athlète, mais en tout cas réussir à m'apaiser à ce niveau-là. Et ça va avec avoir un rythme qui est respectueux à la fois du corps, mais aussi des lois naturelles. Et en particulier, la mesure numéro 1 de l'amour, des relations épanouies. Moi, je crois que ce qui nous rend heureux, c'est des belles relations, que ce soit dans le couple, avec les enfants, avec les gens avec qui on travaille. C'est le temps. Le temps est une des mesures de l'amour. Et pour ça, ça veut dire avoir un rythme qui donne du temps. Et pour finir, ma définition d'un bon entrepreneur. Alors ça, ce qui est compliqué, c'est que j'ai eu tellement de modèles. J'ai eu tellement de modèles. Il y en a une interview qui m'a énormément inspiré, mais je ne suis pas sûr d'être le bon entrepreneur pour ça. Mais celui qui m'a fasciné, c'est Alexandre Bertuzzi. Lui, en fait, il a géré des entreprises, dizaines de millions. Sa spécialité, c'est de les monter de 10 à 100 millions, de faire presque un x10. Et sa définition à lui d'un entrepreneur, c'est vraiment, en tout cas pour des grosses boîtes comme ça, c'est la structure, le process, la clarification des objectifs. Et je me suis rendu compte qu'au stade de ma vie, c'est pas spécialement ce que j'ai envie. Pour moi, un bon entrepreneur, là où j'en suis, c'est une personne qui crée une entreprise, qui utilise ses talents. Et donc, ça commence par déjà connaître ses talents. Ou alors, si l'entreprise n'utilise pas ses talents, il faut qu'il soit au clair que pendant un certain nombre d'années, il va devoir apprendre et se faire violence. Alexandre en parle très bien dans l'interview en disant qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs, ils savent très bien que cette boîte, c'est pour 5 ans, pour 10 ans. Après, ils la vendent et soit c'est leur retraite, soit ils passent à autre chose. Mais pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui connaît ses forces et ses faiblesses et qui design l'entreprise autour de ça. L'interview avec François Bert est génial aussi là-dessus, où il parle beaucoup de leadership. Et ce que j'ai pris conscience, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est une machine à décider. Il en parle très bien. En fait, il y a 3 modèles de chefs. Il y a le modèle plutôt qui est dans le mental. Donc, c'est quelqu'un qui va imaginer, qui va créer des visions, des projets. Il y a le relationnel. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une bonne ambiance, faire progresser les gens. Et il y a celui qui décide. Napoléon étant vraiment la quintessence de ce modèle-là. Et ce qui m'a fait progresser dans les différentes interviews, c'est que je me suis rendu compte que les entrepreneurs qui vraiment surperformaient étaient vraiment des preneurs de décision et qui arrivaient à la fois à avoir un modèle du futur, mais qui était vraiment ancré sur le quotidien, à adapter ses grandes visions au quotidien et qui, oui, avaient une dimension relationnelle, mais qui était capable de mettre le projet de l'entreprise en priorité, en tout cas quand c'était nécessaire. Et je me rends compte, il y a cette phrase que mon actionnaire m'a répétée tout mon parcours, elle me disait toujours « les deux, mon capitaine ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle fondamentale. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Ma définition d'un bon entrepreneur, je pourrais donner la définition pour ma part, c'est que un bon entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir plein d'injonctions dans tous les sens et adapté à la situation. Et François Bert, je vous invite à regarder cette interview. Pour moi, c'est un masterclass de leadership. C'est très déculpabilisant. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est cette capacité à discerner le niveau de priorité, les besoins, les enjeux, et de décider en fonction des situations. Et donc, il n'y a pas de grande règle. Dans une règle, c'est oui, il faut élever ses collaborateurs pour qu'ils sentent épanouis, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, il y a d'autres moments, c'est l'entreprise d'abord. Parce que oui, en effet, si les collaborateurs vont bien, mais si l'entreprise n'a pas la trésorerie nécessaire et qu'il faut donner un coup de fouet pour passer ce cap, sinon tout le monde est mort, on va mettre de côté la dimension épanouissement pour être focalisé sur le succès. Et en fonction des étapes, des saisons, on discerne.
Et donc, pour moi, un bon entrepreneur, c'est un master chef du discernement. C'est une machine à décider. Et cette interview m'a fait énormément évoluer sur ce sujet-là. Voilà un peu sur le long récap de ces 22 interviews. Je pourrais parler encore des heures, mais je vous sors les grands axes. Ce pèlerinage, il m'a déculpabilisé sur ma relation avec mes enfants. Il m'a donné envie de me donner à fond sur les projets en lesquels je crois, à accepter que mon entreprise, elle sera peut-être pas parfaite, mais en tout cas, il faut qu'elle me ressemble et que je suis un créatif, j'aime être sur le terrain et j'aime m'investir dans les projets, mais en même temps que je devais faire attention à mon envie de tout faire pour pouvoir miser plus la qualité que la quantité, et que ce qui est attendu de moi en tant que bon chef, c'est de décider et donc d'avancer. Je vous laisse avec ça. Chers parents entrepreneurs, tu n'as pas besoin de nouvelles routines ni de la dernière stratégie IA ou le hack de développement personnel pour développer ton entreprise et tenir bon. Ce que tu as besoin, c'est de principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Je te promets pas de faire des millions, je te promets pas le petit hack qui va tout révolutionner. Moi, ce que je te propose, c'est des principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Si tu es parent, tes enfants, tu sais que tu rentres dans une nouvelle dimension temporelle. Tu es parti pour un long moment. Et ce que tu veux, c'est une entreprise solide qui va t'aider à construire dans le temps, te donner de la liberté, mais aussi bâtir un héritage pour tes enfants. Et c'est ce que je te propose dans cette formation, les 12 principes pour t'aider à apaiser ton esprit dans les moments de difficulté, dans les tensions de la vie de famille, pour tenir bon dans la durée. Je m'appelle David Bonhomme, ça fait plus de 17 ans que je suis entrepreneur. J'ai monté 2 sociétés. Une, on est passé de 160 € à 4,7 millions. L'autre, de 0 à plus de 2 millions. J'ai dans des périodes de pic, géré plus de 60 salariés. Ça fait plus de 15 ans que je suis marié avec Hélène. 4 enfants, des jumeaux et des gars et des filles. Et ce qui m'a aidé à tenir, ce sont des principes solides que j'ai appris d'entrepreneurs qui ont fait des belles carrières ou des millions, par certains des milliards, et qui ont réussi à tenir dans la durée. Et pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont leur parcours professionnel, leur parcours personnel et familial. Et je suis allé rencontrer ces gens-là et j'ai adopté leurs principes. J'ai transformé leurs leçons d'expérience en principes que je te partage là pour t'inscrire dans la durée, avoir une entreprise solide au service de ta famille avec des relations fortes qui vont tenir dans le temps. Je te laisse découvrir ça.